Bonjour à tous, bienvenue à notre séance de travail sur la théorie du consommateur. Aujourd'hui, nous allons déterminer le panier optimal. Pour pouvoir arriver à une telle ambition, nous allons utiliser une fonction d'utilité de type Cobb-Douglas pour représenter les préférences du consommateur. Donc, la fonction d'utilité de type Cobb-Douglas est une fonction qui se ressemble à celle-ci. U de x1, x2 est égal à k x1 à la puissance alpha multiplié par x2 à la puissance 1 moins alpha. Voilà, 1 moins alpha. Tout d'abord, il faut formuler le problème du consommateur. Le problème du consommateur peut se formuler de deux façons. Le consommateur voudra maximiser son utilité étant donné sa contrainte budgétaire, ou du moins, une deuxième façon de formuler le problème qui revient au même serait que le consommateur souhaiterait minimiser ses dépenses étant donné un niveau de satisfaction donné. Donc, du coup, nous allons faire notre démonstration en utilisant la première possibilité, à savoir formuler le problème du consommateur ainsi: maximiser l'utilité sous contrainte que la dépense du consommateur correspond bien à la dépense du consommateur. La GP1X1, c'est la dépense de l'acquisition du bien 1 plus P2X2, dépense de l'acquisition du bien 2 est inférieure ou égale à la richesse de ce dernier. Donc, nous venons de formuler le problème du consommateur, qui consiste à maximiser l'utilité étant donné la contrainte budgétaire à laquelle fait face ce dernier. Pour résoudre un tel problème, bien évidemment, il existe plusieurs méthodes. Nous allons utiliser l'une des méthodes les plus faciles, c'est la méthode du multiplicateur de Lagrange. Pour appliquer la méthode du multiplicateur de Lagrange, il suffit d'écrire le Lagrangien qui est égal à la fonction objectif. La fonction objectif, c'est la fonction qu'on souhaite maximiser ou minimiser, c'est la fonction qu'on souhaite optimiser. Donc, dans notre cas, voilà, la fonction d'utilité représente la fonction objectif. Donc, le Lagrangien est égal à la fonction objectif, donc U x1, voilà la fonction d'utilité, plus le multiplicateur de Lagrange, lambda, multiplié par la contrainte annulée. Donc, la contrainte annulée, c'est W moins P1x1 moins P2x2. Sous l'hypothèse, on fait bien évidemment ici l'hypothèse que la contrainte est saturée.
Maintenant, faut préciser que dans ce cas, si la fonction objectif avait n variables, donc le Lagrangien aura n plus 1 variables. Comme on peut le voir, dans ce cas, la fonction objectif a bel et bien deux variables, x1 et x2, qui représentent les quantités consommées des biens 1 et bien 2. Donc, la fonction objectif aura n plus 1 égale à 3. Donc, 2 plus 1 égale à 3. Dans notre cas, 3 variables, soit x1, x2 et lambda. Donc, du coup, nous allons dériver le Lagrangien en fonction de x1, en fonction de x2 et en fonction de lambda. Donc, dériver du Lagrangien par rapport à x1, je préfère utiliser la couleur noire. On va utiliser la couleur noire de préférence. Okay. On enlève. Dérivé du Lagrangien par rapport à x1. Donc voilà, dérivé de L par rapport à x1. Ensuite, on dérivera le Lagrangien par rapport à x2. Et in fine, ce sera la dérivée du Lagrangien par rapport au multiplicateur de Lagrange. La dérivée du Lagrangien par rapport à x1 sera égale à, voilà, la dérivée du Lagrangien par rapport à x1 sera égale à dérivée de u par rapport à x1 moins dérivée de moins lambda fois P1. Okay. Il y a le signe moins qui est ici. Donc c'est dérivé de u par rapport à x1. Donc on peut écrire, si on veut, u indice u1 pour dire que c'est la dérivée de, donc la dérivée partielle de u par rapport à x1 moins lambda multiplié par P1. On procédera de la même façon pour la deuxième dérivée. La dérivée de u par rapport à x2, donc la dérivée partielle, on peut adopter cette notation u en indice x2 moins lambda multiplié par P2. Et si on revient ici, la dérivée par rapport du Lagrangien par rapport à lambda va nous donner la fonction contrainte. Donc, c'est W moins P1x1 moins P2x2 égale à 0, égale à 0, égale à 0. Donc, si on peut appeler ici l'équation 1, et là l'équation 2, et de ce côté, ce sera l'équation 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine étape? On va déterminer lambda dans l'équation 1. Ensuite, déterminer lambda dans l'équation 2.
on va égaler les deux valeurs de lambda pour avoir une équation 4 et on va rapprocher les équations 3 et 4 pour pouvoir continuer le processus. Donc, on va passer à la prochaine étape. L'équation 1 deviendra, d'après l'équation 1, lambda est égal à la dérivée de u par rapport à x1, donc okay, divisé par p1 ça c'est selon l'équation 1, lambda est égal à dérivée de u par rapport à x2 divisé par p2. Voyez, donc la dérivée partielle de u par rapport à x1, c'est l'utilité marginale par rapport au bien 1. Il en est de même pour la dérivée par rapport à x2, c'est l'utilité marginale par rapport au bien 2. Là, c'est l'équation 1 et l'équation 2. En rapprochant les équations 1 et 2, on aura u x1, on pourrait tout aussi l'appeler u1, divisé par P1 est égal à U x2, c'est-à-dire la dérivée partielle de la fonction d'utilité par rapport à x2 divisé par P2. Ce que nous avons ici n'est autre que l'équation 4. Dès le départ, nous avons promis d'utiliser la fonction de type Cobb-Douglas pour arriver à la résolution de cet exercice. Donc, du coup, nous allons utiliser les valeurs, la structure de la fonction pour pouvoir déterminer ux1 et ux2. Voilà, voici la structure de la fonction. Voilà. On va calculer la dérivée par rapport à la première variable, x1, et ensuite par rapport à la deuxième variable. Donc, les utilités marginales. On reprend la fonction u x1 x2 c'est égal à k x1 exposant alpha et x2 exposant 1 moins alpha. Donc, l'utilité marginale par rapport au bien 1, c'est égal à, on va dériver par rapport à x1. Du coup, tout le reste sera considéré comme des constantes. La seule variable, c'est x1. Voilà. Donc, du coup, on va appliquer la formule n u', u exposant n moins 1. Donc, du coup, ça fait alpha x1 exposant alpha moins 1 multiplié par, on maintient le reste, voilà. L'autre partie qui est considérée comme constante, donc maintient, c'est k multiplié par x2
exposant 1 moins alpha. De même, u x2, lorsqu'on dérive par rapport à la deuxième variable, c'est cette fois-ci, on va considérer x2 comme la seule variable, tandis que les autres seront considérés comme des constantes. Donc, on aura, c'est 1 moins alpha multiplié par x2 exposant moins alpha. Moins alpha ici, c'est 1 moins alpha moins 1, donc ce qui correspond à moins alpha, et multiplié par le reste qui est considéré comme des constantes. Donc le reste qui est considéré comme des constantes, c'est k, x1 exposant alpha. Donc on va remplacer ces valeurs-là dans l'équation 4. Revenons à l'équation 4. Et l'équation 4 se trouve juste ici. Okay. On va remplacer ux1 et ux2 par sa valeur pour que nous puissions obtenir une meilleure équation numéro 4. Donc, l'équation 4, c'était l'utilité marginale du bien 1 par, divisé par P1. Donc, ça fait, on remplace ux1 par sa valeur. Donc, ça fait alpha x1 exposant alpha moins 1 par k x2 exposant 1 moins alpha divisé par P1 c'est égal à un moins alpha x2 exposant moins alpha multiplié par k x1 exposant alpha divisé par P2. Ceci correspond bien à notre équation numéro 4. Nous pouvons faire quelques manipulations algébriques, bien sûr. La première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut simplifier par k. Okay. Si on simplifie par exemple, on voit il y a k ici et il y a k de ce côté. Donc on peut simplifier par k. On peut regrouper les termes qui se ressemblent aussi au même endroit. Les x2 ensemble et les x1 ici. Voilà, on peut regrouper les x1 aussi au même endroit. Donc, si on procède ainsi, on peut faire un raisonnement similaire pour les alpha et les 1 moins alpha. Donc, si on procède ainsi, on aura x2 exposant 1 moins alpha divisé par x2 exposant moins alpha multiplié par P
2 divisé par P1 c'est égal à 1 moins alpha divisé par alpha x 1 exposant alpha divisé par x1 exposant 1 exposant alpha moins 1. Voilà, exposant alpha moins 1. Si on fait remonter par exemple x2 qui est au numérateur, en fait au dénominateur au numérateur, donc en faisant passer par exemple x2 qui se trouve ici, on peut faire passer x2 qui se trouve ici au numérateur. Il en est le même pour x1 qui se trouve ici. Donc on aura quoi? Ceci va correspondre, donc cette partie-là va correspondre à x2 tout simplement, c'est-à-dire x2 exposant 1 moins alpha plus alpha, donc qui correspond à x2, multiplié par P2, P2 qui est ici bien évidemment, est égal à 1 moins alpha divisé par alpha, multiplié par P1, P1 qui était ici, bien entendu, on fait le produit croisé, et multiplié par, on procède de la même façon qu'on a fait, pour x2, on aura x1 ici, soit x1 exposant alpha moins alpha plus 1. Voilà. Donc, ceci est notre équation 4. On va rapprocher les équations 3 et 4. Rappelons que l'équation 3 correspondait bien à la contrainte, c'était la fonction contrainte. Donc c'est justement l'équation 3, c'est P1x1 plus P2x2 est égal à W. Ça, c'est l'équivalent de l'équation 3. Donc, pour rapprocher ces deux équations, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit bien, il y a un terme, bon, il y a plusieurs termes, bien entendu, mais on voit bien P2x2 qui est ici. P2x2 est présent dans l'équation 3. Donc, on va tout simplement remplacer la valeur de P2x2 de l'équation 4 dans l'équation 3. Donc, ceci nous donnera P1x1, je change de couleur, P1x1 plus P2x2 qu'on va remplacer par sa valeur. Vous vous souvenez, la valeur de P2x2 c'était déjà
La valeur de P de x2, si on s'en souvient, c'était 1 moins alpha divisé par alpha multiplié par P1 x1. Donc, ceci, c'est égal à W. On peut factoriser par P1 x1. Donc, si on factorise par P1 x1, on aura entre facteurs 1 plus 1 moins alpha divisé par alpha par P1 x1 égale à W. Donc, après manipulation algébrique, attention, on a déjà factorisé, il faut enlever P1 x1 ici. Ok, désolé. Après manipulation algébrique, on aura bien entendu, après manipulation algébrique, P1 x1 divisé par alpha est égal à W. Donc, P1 x1 est égal à alpha fois W. Donc, cette équation nous montre clairement que la dépense effectuée dans le bien 1, la dépense consentie dans le bien 1, qui est ici, est égale à alpha fois la richesse, ce qui voudrait dire que alpha est la portion de la richesse dépensée pour l'acquisition de bien 1. Donc, notre objectif, c'était de trouver le panier, la quantité pour le bien 1. J'appelle ça x1 hydral, c'est égal à alpha W divisé par P1. On peut... Voilà. Ça correspond bien à alpha W sur P1. Donc, on peut remplacer cette valeur de alpha W sur P1, la valeur de x1, on peut la remplacer dans l'équation 4, à savoir l'équation où l'on avait P1 x1. Dans n'importe quelle équation, on aura le résultat. Si on remplace aussi dans l'équation 3, on aura le résultat, à savoir par exemple P1 x1 plus P2 x2 égale à W. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va remplacer la valeur de x1 hydral. Donc, on aura P1, on reprend l'équation P1 x1 plus P2 x2 est égal à W. On remplace x1 par sa valeur, donc on a c'est P1 multiplié par x1, on connaît la valeur de x1, c'est alpha W sur P1 plus P2 x2 est égal à W. On peut simplifier par P1. On peut transposer ce terme tout en factorisant. Donc, on aura P2 x2 est égal à 1 moins alpha W. Cette équation nous montre que 1 moins alpha
est la proportion de la richesse dépensée pour l'acquisition du bien 2. Et on arrive au résultat x2, okay, de mètre étoile, ça correspond bien à 1 moins alpha W sur P2. Voici la quantité optimale pour le bien 2. Okay. Si on peut écrire ces deux résultats de façon plus propre, à savoir si on met un vecteur optimal, donc dans ce vecteur, ce serait x1 étoile ici de ce côté, x1 étoile, x2 étoile ici. Donc ça correspond bien à alpha W sur P1 et x2 c'est 1 moins alpha W sur P2. Il est facile de démontrer que ce résultat est homogène de degré 0 en P et W, bien entendu. Et on peut tout aussi démontrer facilement que ce résultat satisfait la loi de Walras. À la prochaine pour ces démonstrations.